Alors bonjour Bernard, écoute, je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui et que tu aies pu répondre à l'appel en fait de venir parler de ce mystère du vivant, de ce mystère de la vie qui nous habite, qui nous anime. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui. Je vais te laisser commencer cet échange en fait, te présenter en quelques mots rapides pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. D'accord, avec plaisir. Bonjour aussi à toi, Virginie, merci. Merci, Parce qu'on s'est déjà vu lors de ton organisation des Journées du Pardon il y a 2 ans absolument. maintenant. Donc, ce Et qui c'est était... pour ça que je reviens vers toi parce Ouais. que j'avais Mm, vraiment été touchée par ton message, par ta disponibilité, ta lumière et la manière dont mm, tu abordes la spiritualité. Donc, vraiment un grand ok. merci d'être là aujourd'hui. Alors, je Non, te laisse la parole. c'est gentil, avec plaisir, merci beaucoup. Et écoute, ce que je fais aujourd'hui est vraiment la suite d'un nombre d'événements dans ma vie qui m'ont guidé à progressivement quitter les activités traditionnelles et adopter les activités plutôt d'ordre spirituel, si tu veux. Cela, un petit peu malgré moi, ce n'était pas vraiment mon but, mais aujourd'hui, je me trouve effectivement à dispenser un enseignement sur une spiritualité, une philosophie spirituelle qui n'est pas encore très bien connue en France, assez bien connue dans le monde anglophone. Et voilà, je fais ce que je peux pour le faire connaître en France ici depuis 10 ans. Et c'est mon grand plaisir de pouvoir offrir ces enseignements par Internet. Maintenant, depuis que nous sommes nombreux à avoir été un peu bousculés par le Covid, à initier très rapidement une activité sur Zoom. Voilà, j'en fais partie de ces personnes-là. Je donne actuellement, et on verra pour l'avenir si ça continue, mais ça continue déjà depuis 2 ans, 2 cours, 2 enseignements par semaine sur Zoom en parlant de mon sujet qui est la philosophie spirituelle d'un cours en miracle, en plus des activités en présentiel, nos retraites et ici chez nous dans le Lot, et aussi des stages que nous arrivons à faire maintenant ponctuellement à l'extérieur de notre petite région ici. Voilà, c'est peut-être très synthétiquement ce que j'ai fait. Je suis devenu, à ma surprise, un petit peu aussi une sorte d'enseignant de cette philosophie spirituelle d'une cour en miracle, une sorte d'accompagnateur pour les personnes qui s'intéressent à ce sujet qui est un peu compliqué, extraordinairement bénéfique pour ceux qui arrivent à entrer dans la matière et même pour ceux qui s'y intéressent juste un petit peu, ça peut aussi porter vraiment des fruits très, très, très intéressants de la paix intérieure, de la douceur d'esprit, d'un soulagement des peines, des stress de la vie. Voilà un petit peu ce que je suis devenu, ce que je fais aujourd'hui. Merci beaucoup Bernard. Effectivement, le cours en miracle, je l'ai pas étudié entièrement, je l'ai lu, je l'ai quand même, j'ai pratiqué certaines de ces approches et c'est vrai qu'il est parfois difficile d'y accéder seul. Donc, je trouve génial qu'il y ait comme ça, comme toi, des enseignements et des enseignants ou des personnes qui peuvent partager l'esprit du cours et le rendre accessible à un plus grand nombre parce qu'il y a énormément de richesses, mais seul, parfois le parcours est assez difficile. Enfin, moi, je l'avais ressenti comme ça et c'est vrai que tous les livres ou les ouvrages ou les approches qui peuvent nous aider à entrer dans cette philosophie sont absolument les bienvenus. Donc, Mm. merci beaucoup en tout cas, Bernard, pour cette présentation. Pour en venir au sujet de notre échange aujourd'hui, donc l'idée de ces partages, c'est vraiment de renouer avec cet appel du vivant, de cette démarche spirituelle. Et la première question que j'aurais envie de te poser, c'est en fait, quel a été l'appel pour toi? Quel a été l'élément qui t'a fait dire, il y a quelque chose d'autre que la vie concrète, la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui a pu te montrer qu'il y avait une autre voie? Un petit peu aussi d'ailleurs comme dans le cours en miracle, où ceux qui ont écrit le livre, à un moment se sont dit: «Mais c'est pas possible, il doit y avoir une autre voie». Donc voilà, comment cette ouverture s'est proposée pour toi? Ah, c'est curieux, oui, tu utilises cette phrase exactement. C'est ce qui a été le démarrage de l'écriture, de la transmission d'un Non. cours miracle. Mmh. C'est quand les 2 personnes responsables pour le cours se sont dit, non mais notre relation professionnelle est juste une guerre permanente. Il doit avoir une autre voie. Voilà. Quel était le déclic pour moi? Je ne sais pas s'il y avait
un moment où je me suis dit, tiens, ouais, le Oui, pas ciel s'est forcément ouvert, un moment, mais un comment rayon. ça a Ah, germé, en fait? ouais. Mais quand je pense à cette question, je pense immédiatement à certaines expériences que j'avais déjà enfant, à des expériences assez étonnantes pour moi, parce que j'ai grandi dans une famille tout à fait ordinaire. Je suis australien, donc j'étais à Sydney. Et mon père qui était homme d'affaires, ma maman qui était femme au foyer, si tu veux. Et moi, je commençais à avoir des rêves assez étranges. Et dans ces rêves, en fait, j'avais l'impression d'être ailleurs, pas comme une expérience extracorporelle, mais comme s'il existait une autre dimension de l'existence. Et dans cette existence, il était tout à fait naturel qu'il n'y a pas de corps. Il n'y avait pas d'entité physique. Il y avait juste expérience. Il y avait juste être. Il y avait juste présence. Mais avec une idée d'autre ou de présence. C'est extrêmement difficile à expliquer. Mais ce n'est pas ce que j'ai ressenti, ce que j'ai entendu qui m'avait complètement transporté. J'entendais comme une sorte de chant d'ange, c'est tout ce que je pourrais dire, un chant célestin, un chant divin qui m'a transporté complètement et ça m'a réveillé tellement cet effort et je trouvais que mes joues étaient mouillées de larmes et j'avais que 10, 11, 12 ans par là, ça continuait à peu près 2, 3 ans, puis ça s'était arrêté. Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais le matin, à mon réveil, je regardais par ma fenêtre et j'avais une jolie vue sur l'extérieur. J'avais l'impression que le monde que je regardais dehors n'était pas aussi réel que quand je m'étais couché la veille. Ce que j'avais vécu à l'intérieur était bien plus réel que ce que j'étais en train de regarder dehors. Et je pense que c'était probablement ça, le premier déclic, le premier moment où je savais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans ce monde, ou avec ce monde. La réalité qu'on me présentait était juste une fine couche sur majestueuse réalité derrière une sorte d'illusion. Plus tard, je dirais qu'il y avait un moment assez étrange pour moi que j'ai vécu quand j'étais au lycée. J'étais à un lycée privé et un peu avec un accent religieux. Et donc, à tour de rôle, on était censé lire un passage de la Bible lors de la culte hebdomadaire. Et maintenant, je n'étais pas du tout religieux, je n'étais même pas vraiment spirituel. Ça tombait à moi de faire cette lecture de la Bible. Je ne me considérais certainement pas chrétien. Je n'avais vaguement entendu parler de ce personnage historique qu'on appelait Jésus. Mais on me mettait ce livre dans les mains, on me demandait de le répéter, puis de le répéter quelques fois, puis après le présenter devant mes camarades. Ce que j'ai fait, mais je sentais quelque part que j'étais investi d'un devoir très, très important, malgré moi. Et je me suis mis là derrière le pupitre et j'étais comme si j'étais accompagné, comme s'il y avait une autre présence avec moi. En plus, le passage qui a été choisi pour moi était un passage où je devais énoncer les paroles de Jésus. Et je sentais que c'était quelque chose de très important malgré moi. Et j'étais même ému en le faisant. Et j'avais espéré simplement que mes amis ne voyaient pas qu'effectivement mes yeux commençaient à larmer un petit peu. Je suis retourné à ma place et j'étais un peu tremblant de cette expérience, comme si j'avais été habité par autre chose pendant cette brève période. Maintenant, je ne vais certainement pas dire que soudain, je suis devenu chrétien, croyant en Jésus, pas du tout. Mais c'était juste une expérience qui m'avait frappé d'avoir été accompagné, voire habité par autre chose qui était extrêmement bienveillant, le temps de juste faire ce message, d'être dans un rôle de transmission. Et c'est vrai que par la suite, je me suis posé cette question, si ce n'était pas la reconnaissance que quelque part, j'allais par la suite occuper une activité de transmission. Pas du tout dans un cadre chrétien, tel que était le cas quand j'étais au lycée, mais quelque part avec un vague accent chrétien du fait qu'un cours au miracle utilise un langage chrétien. C'est déjà comment dire, des expériences vraiment fortes, dans le sens où ce que j'entends, c'est que tout d'un coup, il y a quelque chose qui t'habite, il y a quelque chose qui est au-delà de tes perceptions du monde, mais qui vient, qui te traverse, qui t'habite et qui exprime des choses pour toi et à travers toi. Tu parlais de ce sentiment d'être là pour être dans la transmission. Et c'est comme une sorte de ce médiateur entre le ciel et la terre, en fait, hein, quelque chose qui passe vraiment à travers toi. Ce sont effectivement des expériences, je pense, très, très fortes et émouvantes.
Et est-ce qu'il y Mm. a eu d'autres invitations, d'autres déclics, d'autres propositions de la vie pour t'amener, parce que je suppose que c'est pas à ce moment-là que tu as commencé à être enseignant du cours en miracle. Il y a dû y Mm. avoir d'autres étapes. Et est-ce qu'il y a eu des moments charnières, en fait, des tournants qui t'ont fait Mm. vraiment prendre cette décision, en fait, de te dédier à cette démarche-là? Oui, et curieusement, peut-être les invitations majeures n'ont pas été les invitations remplies de joie, mais plutôt les instants d'immense douleur. J'hésite de dire parce que je ne veux pas plomber l'ambiance, mais j'ai dit vraiment avec un immense sentiment de reconnaissance ce qui m'est arrivé. Les crises professionnelles et personnelles que j'ai vécues ont été Mmh. mes plus grands enseignants, les moments de correction absolument vitales dans ma vie, où j'étais obligé de chercher et de peaufiner et de purifier ce que c'était ma voix. Il y avait eu une crise professionnelle majeure quand j'avais 23 à 24 ans. Tout d'abord, l'histoire remonte au fait que j'ai raté mon bac. J'ai raté mon bac. J'ai même pas eu, pour vous les Français, 10 sur 20. Mais par la suite, par certains concours de circonstances, j'ai pu trouver une place dans une très bonne faculté américaine, université américaine à Boston. Je n'explique pas tout ce qui s'est passé entre-temps pour me permettre d'accéder à cette faculté aux États-Unis. Mmh. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que je voulais absolument étudier la philosophie et la psychologie. Mon père me l'a interdit. Il a dit, tu vas étudier, tu vas être diplômé en business, en économie, en sciences informatiques, ou rien du tout. Voilà, donc j'ai Ouais. étudié l'économie, etc. J'ai voulu à ce moment-là vraiment intégrer ma place dans la société moderne comme un jeune homme dans les années 90. Années 80, oui, je suis vieux comme ça. Ah, C'était faut rester jeune, faut rester jeune. Ouais, ouais, 87. J'ai 87, j'ai eu mon diplôme et je suis entré, j'ai été chassé par une banque d'investissement, une grande banque, l'une des plus grandes banques américaines sur Wall Street. Mais j'étais tellement malheureux. Je n'ai pas survécu 6 mois et j'ai quitté ma place là après 6 mois sans savoir mais du tout ce que j'allais faire. Et je m'égarais, je vagabondais les rues de New York à cette époque-là, mais la tête complètement retournée à me dire, non mais j'ai étudié mais comme un malade pendant 4 ans. J'ai réussi plein de concours, plein de choses pour pouvoir être là au sommet de la pyramide des métiers pour un jeune homme de 23 ans. Et j'abandonne tout en fermant la porte, en claquant la porte presque. Mais tu ne connais rien, Bernard, mais rien du bonheur, de la satisfaction, de la plénitude. Si tu as quasiment gaspillé 4 ans de ta vie à avoir un diplôme en poche que tu vas jamais utiliser, tu te rends compte. Et je me suis dit, ben, il va falloir vraiment que je comprenne un peu mieux ce que c'est la nature humaine, ma propre nature, pour comprendre ce que c'est les clés du bonheur. Qu'est-ce que c'est qui va me rendre heureux si gagner à l'époque une fortune et pouvoir me vanter d'avoir l'une des professions les plus recherchées à cette époque, si ce n'est pas toujours le cas, qu'est-ce qui va me rendre heureux si c'est pas ça? Et donc, il a commencé à ce moment-là une recherche intense après, je pense, le rappel de ce que j'avais vécu auparavant, bien des années avant, pendant ces expériences assez fortes, comme si j'étais appelé, constamment appelé à purifier ma voix et mes choix et tourner mon dos à tout ce que ce monde semblait m'offrir. Un autre instant de grand retournement, c'était un divorce en 1998-19, ce qui était, si en 1987, 88, c'était une crise professionnelle, là, c'était une crise personnelle qui m'a mis à genoux. J'étais obligé de supplier de l'aide pour comprendre comment être heureux dans cette vie émotionnellement et encore une opportunité de me débarrasser de beaucoup d'illusions par rapport à ce monde, par rapport aux relations et de mieux comprendre la nature humaine. Donc, je dirais que les crises ont été la plus grande invitation. Et après aussi, je dirais la nature a été très important pour moi, qui m'invitait constamment vers la simplicité, puisque quand je me trouve dans la nature, je me trouve très, très heureux en n'ayant quasiment rien. Je me trouve juste profondément en paix devant un coucher de soleil dans une forêt, à marcher sur un chemin. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai un peu d'espèces, j'ai un petit sac à dos avec une bouteille d'eau, je fais du camping et je me trouve cela juste très heureux, plus heureux que si j'étais au restaurant, si j'étais, je ne sais pas, ou même dans un pays exotique sur des
plage de sable fin. Non, j'étais très bien juste là sur le chemin ici en France, dans une bois quelque part. Donc la nature, je dirais, est une invitation à la simplicité, à trouver l'essentiel. Je te rejoins entièrement. Les cadeaux et les richesses que nous offre la nature, quand on a la chance d'avoir une belle nature autour de soi, et comme tu dis, rien que de marcher sur un chemin, de voir les fleurs, d'entendre les oiseaux, d'être proche. Je trouve que d'aller dans la nature, c'est comme un retour à la maison en fait, hein. Il y a quelque chose Mmh, qui nous finalement nous remet en contact avec la vraie nature de ce que c'est qu'être vivant et que c'est mmh, pas accomplir forcément des tas de choses, avoir un super poste, avoir, des activités, trépidantes, du prestige ou, tout ce qui nous attire vers l'extérieur en fait, hein, et ça mmh. n'empêche pas d'avoir ça aussi, hein, pourquoi pas? Parce qu'il y a rien qui est à bannir, hein, au contraire, c'est à profiter de ce qui se présente, mais en même temps, dans ces moments dans la nature, c'est comme si on revenait à l'essentiel Mmh. et comme il y Mmh. a ce contact avec l'essentiel, c'est vrai que, voilà, je suis juste là, je suis bien. Mmh. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre en fait? Ben oui, C'est, tu n'as pas l'impression que la vie quelque part devient plus simple et on mmh, arrive plus facilement à se débarrasser de choses qui semblaient tellement importantes, qui nous tracassaient peut-être, mmh. à juste les mettre à leur juste place au lieu de leur donner une trop grande importance peut-être. Oui, tout à fait. Il y a une grande simplicité. Il y a une grande Mmh, simplicité, quelque chose de très naturel d'ailleurs, ça le mot mmh, nature est bien dedans et aussi cette disponibilité à pouvoir vraiment profiter de ce qui est là, de mmh, prendre le temps d'être là, de savourer, les choses les plus simples, mmh. mais du moment alors ça ne veut pas dire qu'on se détache de tout. On peut avoir, vraiment des belles choses ou un travail qu'on aime, une famille, des proches, des amis, des projets, de la créativité et l'idée, c'est pas du tout de ne pas le vivre, mais en même temps, il y a quelque chose qui se pose Mmh. véritablement et je trouve que c'est des moments comme ça permet vraiment de renouer avec quelque chose, qu'on a une tellement tendance à oublier dans les tas d'activités qu'on doit faire, à Il y a l'extérieur. il y a peut-être aussi un autre aspect Oui. que toi et moi, dont on n'a pas parlé là, et c'est le fait de, quand on est à la campagne ou dans la nature, Mmh. dans la nature, et surtout une nature grandiose, qu'on trouve quelque chose plus grand que nous. Mmh. Ce qui est plus grand que soi. Et ça diminue l'importance de nous, mais pas d'une façon méprisante du tout, Non. pour mettre l'importance sur quelque chose qu'on sent est plus grand que soi, quelque chose de grandiose, de majestueux, comme un ressenti. Je ne sais pas, ça me fait ça et peut-être ça fait ça aussi à d'autres personnes et à toi. Oui, ah tout à fait. Il y a une unité avec la vie. Il y a quelque Mmh. chose qui s'expanse. C'est vrai que c'est difficile de le mettre en mots. En fait, c'est Mmh. vraiment une expérience. Moi, je dis toujours, c'est les moments où on est suffisamment disponible pour laisser toute Mmh. la place au vivant pour s'exprimer à travers nous. Et quand je dis s'exprimer, c'est pas forcément dans une expression, Mmh. ça peut être simplement, ne rien faire. Mais en Mmh. fait, il se passe pas rien. Enfin, c'est rempli de Mmh. paradoxes cette approche-là, mais Oui, c'est effectivement, mais je crois que la nature est vraiment un mmh. élément, ressource, toutes les personnes, en tout cas, avec qui j'ai pu partager, échanger, la notion de la nature revient Mmh. quasiment de manière permanente, en fait. Ah, ça me donne envie quand même de dire un paradoxe, de raconter un paradoxe que j'ai vécu en même Mmh mh. temps. Parce que quand je suis venu en France en 1988, j'ai vécu à Paris entre 1988 et 90 Mmh. et j'étais à fond dans mon étude d'une cours miracle. À l'époque, j'ai quitté Paris tous les week-ends pour aller me promener dans la nature autour de Paris aussi loin que j'ai pu faire. J'ai pu aller dans l'espace d'un week-end, mais ça m'arrivait pas tous les week-ends de sortir et en semaine, le refuge que je trouvais ça va te faire rire. Le refuge que je trouve et puis pour étudier mon cours et de m'imprégner complètement de cette nouvelle spiritualité pour moi, c'était d'aller camper une place dans une McDonald's pas loin de chez moi. J'ai adoré ça. Avec mon gobelet de café, de gobelet plastique de café de mauvaise qualité, et de juste voir la vie grouiller autour de moi, la jeunesse, mais tout cette vie autour de moi, avec hyper consumérisme. Et j'ai adoré ça, comme si je me mettais dans une sorte de bulle à l'intérieur du McDo, à l'intérieur de ce monde hyper attiré vers l'extérieur et vers le superficiel, Ouais. presque.
et de trouver le sens le plus profond là au sein de resto de fast-food. Je garde un souvenir vraiment très chaleureux et très important de cette période-là et je n'hésite pas un instant d'aller m'asseoir dans un fast-food s'il le faut, si je suis assez inspiré avec mon livre pour voir, il y a le divin qu'on cherche est aussi bien présent dans un Quick que dans un McDonald's, dans une chaîne de boulangerie que dans une salle de ciné. Le divin, on ne peut pas se séparer du divin puisque le divin ne se sépare de rien. Et donc, ça, c'est le petit clap de fin par rapport à la nature. Parce que Oui. je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de regarder peut-être cette vidéo par la suite qui n'ont pas l'opportunité forcément d'aller s'échapper à la nature. Et j'ai très envie aussi de leur dire que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas une nécessité absolue non plus. Merci pour cette proposition-là, parce que c'est vrai que des fois on vit en ville et puis on n'a pas l'occasion, on n'a pas le temps, on n'a pas la possibilité. Et je suis très sensible à ce que tu viens de proposer, en fait. Le Mm. fait que ce qu'on appelle le divin, la conscience, la vie, elle est séparée de rien. Elle est partout et nous sommes cette vie et notre ordinateur aussi, les ondes qui nous permettent de communiquer, les objets, les situations, les expériences, tout. Et effectivement, il y a cette conscience où il n'y a rien qui Mm. peut être séparé de cette vibration du vivant. Et Mm. donc, je te remercie de l'avoir mentionné parce que c'est une manière de faire cette unité avec la Mm. vie, où qu'on soit et quelle que soit l'expérience qu'on est en train de vivre. Et Mm. aussi, comme tu disais tout à l'heure, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais même dans ces moments douloureux, Ouais. c'est comme si la vie, elle était faite de vagues et finalement, en acceptant peut-être ces moments difficiles ou de tristesse, de chagrin, de blessure, ou ça permet à la vie de renaître, de rebondir. C'est par cette acceptation-là que l'étape suivante, elle se donne en fait. Donc merci beaucoup Regardez, d'avoir partagé ouais, ça. C'est ouais, vraiment c'est très très juste. ouais. Et à quel moment tu as vraiment fait la rencontre avec le cours en miracle? Qu'est-ce qu'elle a été Mm. ce Mm. moment de rencontre qui t'a fait vraiment, ben, je pense, qui a Ouais, changé radicalement ta vie en même temps, hein. ouais, une sorte de rencontre fatidique avec ce livre, ou même pas avec le livre, avec la présence derrière le livre, parce que c'est vraiment une sorte de présence. Bah, Mmh. ça remonte justement à cette époque dont je parlais tout à l'heure, quand j'étais à New York, j'étais dans un désarroi le plus total et je parcourais les différentes librairies que je pouvais trouver, qui avaient un rayon de livres ésotériques pour essayer de comprendre la nature de l'existence. Je ne l'ai pas trouvé ni dans les livres de psychologie, ni dans les livres de philosophie, mais peut-être de la spiritualité. Et j'avais trouvé une série de livres écrits par un canal qui s'appelle Jane Roberts, avec une entité qu'elle canalisait qui s'appelait Seth, en anglais, S-E-T-H, Seth, Mmh. peut-être en français, qui s'appelait The Nature of Personal Reality, la nature de la réalité personnelle. Je me suis dit, bah tiens, ça c'est peut-être un bon début, un peu de spiritualité, un peu de psycho. J'étais assis dans un café sur le Broadway, un mauvais café à cette époque-là. Il n'y avait pas encore des bons cafés comme il y en a maintenant. Et je suis en train de lire ce livre. Et à un moment, je voyais deux personnes s'approcher de moi. Ils se sont présentés. Ils ont dit simplement qu'ils me regardaient lire ce livre. Ils regardaient le livre que j'étais en train de lire et sans vouloir briser l'intimité que j'avais avec mon livre, ils avaient très envie de me dire que si ce genre de lecture m'intéressait, je pourrais être très intéressé par un livre qui s'appelait Un cours en miracle. Voilà. Et ils se Waouh! sont juste me dire ça et ils Incroyable. sont repartis aussitôt. Ils m'ont expliqué que simplement, ils sentaient l'envie ou le besoin de me le dire, et puis ils sont repartis, je ne les ai plus jamais vus. Ah, je trouve Donc, extraordinaire. Ah, et je savais, j'adore ton exemple. oui, c'est très étrange, maintenant, même maintenant quand j'y pense. Et au moment qu'il avait dit, j'avais l'impression qu'il m'avait donné une information absolument clé. Et je suis allé tout de suite me procurer ce livre. Et au moment que je l'avais dans ma main, j'avais l'impression d'une rencontre, de quelque chose d'extrêmement important qui venait de se passer dans ma vie. Et je n'arrivais pas à le lire. Je ne pouvais pas le lire. J'ai ouvert les premières pages et j'ai reçu cette sorte de sensation très forte. Je ne suis pas prêt. C'est pas le moment. Effectivement, je devais quitter la banque et me trouver dans une autre situation pour pouvoir être disponible à la lecture de ce livre. J'avais beaucoup de choses encore assez difficiles à vivre pour quitter
la banque. C'était une décision très difficile. En plus, j'habitais plein centre, Upper West Side de Manhattan. Il fallait que je quitte l'appartement, que je trouve un autre lieu pour habiter, déménager pour le New Jersey, plein de choses comme ça. Et enfin, j'avais une nouvelle situation. J'avais pu amasser quelques économies et j'étais bénévole à un hôpital qui n'était pas loin, donc de Golden Boy sur Wall Street, bénévole dans un hôpital dans le New Jersey. C'était magnifique. J'ai adoré cette transition. Je ne me suis jamais senti aussi heureux que quand je faisais partie de cette petite équipe de bénévoles qui était là. La même chose ne peut pas exister en France, mais aux États-Unis, le bénévolat existe partout, même dans les hôpitaux, juste pour faire les petites tâches simples. On était une petite équipe de bénévoles à partager des cafés, à échanger des histoires, à aider à faire ce qu'on pouvait. Et le reste de mon temps, j'étais dans une bibliothèque à lire mon livre, mon gros livre. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la rencontre, cette fameuse rencontre avec le cours. Et quelque part, je savais à ce moment-là que j'allais passer le reste de ma vie à étudier et à pratiquer cette philosophie. Je ne peux pas vous dire par quelle magie ou par quel tour de destin que c'était censé être comme ça. Et je me souviens aussi, curieusement, maintenant que j'y pense, je suis retourné dans la même librairie où j'ai acheté le livre et j'ai demandé si quelqu'un n'avait pas écrit des livres sur un cours miracle et surtout de la fiction sur un cours miracle. Et je me suis étonné à dire ça, puisque pourquoi effectivement écrire de la fiction sur un livre de philosophie spirituelle? Peut-être parce que j'adorais la fiction, surtout enfant. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que presque 20 ans plus tard, j'ai sorti moi-même un roman initiatique sur un cours miracle qui s'appelle La Porte secrète en français. Donc, c'est juste pour la petite anecdote que maintenant, ça me fait penser à ça. Mais en tout cas, je te fais un écho, en tout cas, à ce que tu viens de dire. Il y a cette première chose où, quand je t'entends, je me dis que c'est vraiment extraordinaire quand quelque chose doit se produire. Mm. Je veux dire, tu étais assis là, dans ce café, à lire un livre et deux personnes arrivent vers toi pour te proposer, je veux Mm. dire, de lire le livre qui va complètement changer ton existence. Quelle Et c'est chance. là où je trouve, quand le vivant est à l'œuvre, Mm. rien ne l'arrête en fait, hein. Parce que la Mm. probabilité que ces deux personnes, elles arrivent au moment où tu lises le livre et qu'elles t'abordent, moi je suis émerveillée. Je trouve que Mm. c'est des exemples qui sont tellement inspirants. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et l'idée effectivement de faire un livre pour rendre accessibles les messages du cours, mais sans que ça soit un discours de philosophie ou de métaphysique, je trouve ça aussi merveilleux parce que ça permet de toucher beaucoup plus de personnes. C'est vraiment extraordinaire que tu puisses t'en faire vraiment le porte-parole du Mm. cours d'une façon qui peut être abordée et abordable pour le plus de personnes possible. Donc, Oui, c'était juste un sentiment à ce moment-là que c'était quelque chose qui devait se faire. Et je ne savais pas que c'était moi qui allais le faire plus tard, mais presque comme si j'ai ressenti des choses qui étaient déjà écrites d'avance. C'est pas pour faire un jeu de mots, ouais. mais c'est un peu étrange, oui, cette façon de vivre ce destin avec le cours. Et des fois, je me dis, je ne sais pas exactement pourquoi ça s'est produit. Je regarde de temps en temps à droite parce que j'ai mon gros livre ici, Ouais. justement. Et voilà, au cas où personne ne sait exact, les personnes qui visionnent cette vidéo ne savent pas de quoi il s'agit, ce livre. Oui, c'est aussi un très gros livre de 1800 pages. Donc, Oui, 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 il y a de la 1300 matière en pages, tout pardon, cas. 1300 pages. Il y a de la matière, ouais. Mais Oui, le vraiment, dessin. quand la vie, elle veut faire quelque chose, il n'y a pas d'obstacle en fait. Et pourquoi je le fais en France en plus? Je suis anglophone. Oui, Pourquoi faire un enseignement en France? Aucune idée. mais la vie Puisque est c'est un là. grand mystère, ça c'est sûr. Ouais. Ça ne me facilite pas la tâche. Mais bon, Oui. pas grave. Déjà, c'est assez difficile, mais en plus, en français. Et en plus, voilà, oui, tu dois mettre les bouchées doubles. Par rapport à toute cette démarche, comment tu pourrais nous expliquer ta pratique ou la manière dont ce lien avec le divin, l'esprit, la présence, la conscience, comment ce souffle de vie, tu l'expérimentes dans ta vie quotidienne? Qu'est-ce que ça représente pour toi et comment ça s'incarne dans ton existence? Je pense tout d'abord par une préoccupation constante de ce que c'est mon expérience d'instant en instant, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je ressens, est-ce que le bonheur est présent pour moi ou est-ce que c'est l'inquiétude, la peur, le stress ou autre chose, une plus grande sensibilité par rapport à mon expérience. Pourquoi? Tout d'abord parce que je pense que tout le monde veut être heureux et si on a le choix, et c'est ce que ce livre nous enseigne, c'est que ce n'est pas le monde qui a le droit de déterminer comment tu vas éprouver l'existence. C'est toi qui es maître de ton expérience, pas forcément de tous les aspects de ta vie, Mhm.
mais c'est toi qui es maître de ton expérience. Et c'est ta responsabilité aussi de déterminer ce que tu voudrais qu'il soit ton expérience de la vie et d'y travailler dessus. Voilà. Donc, j'essaie de m'atteler à cette responsabilité et cette obligation, ce qui est mon bonheur. Mon bonheur est mon obligation et ma tâche. Je ne peux pas donner cette tâche à une autre personne et dire, ben, rends-moi heureux, ou à la société, rends-moi heureux, ou ni à président, puisque nous sommes en pleine période électorale ici en France, ni à un futur gouvernement, ni à quelconque situation extérieure. Je ne peux pas leur donner la responsabilité pour mon bonheur. Donc, d'abord, prendre responsabilité. Le pire n'est pas l'économie, n'est pas la société, le pire n'est pas le gouvernement. Le pire, c'est les relations personnelles avec son épouse, son époux, avec les parents, les beaux-parents. Ça, c'est le plus difficile. C'est de ne pas leur donner la responsabilité pour mon bonheur. Et si eux, ils ne se comportent pas comme moi, je voudrais qu'ils se comportent, de ne pas dire que, bah oui, si je suis frustré, si je ne suis pas heureux, c'est à cause d'eux. Voilà. De prendre vraiment pleine responsabilité pour ça et de savoir que j'ai le choix. Je dirais la simplicité, encore pour revenir à ce message de tout à l'heure, c'est que le fait de savoir que le bonheur est ma responsabilité ne veut pas dire que je dois produire pour moi toutes les conditions matérielles nécessaires pour mon bonheur. Les conditions nécessaires pour mon bonheur est purement à l'intérieur de moi. Ce n'est pas une condition extérieure. Et donc, ça mène aussi beaucoup vers la simplicité, puisque si le bonheur est entièrement une expérience intérieure, alors ça veut dire j'ai besoin de faire beaucoup moins de changements à l'extérieur. Je n'ai pas besoin de travailler pour avoir autant d'argent, autant de sécurité, autant de ceci, autant de vacances, autant de temps libre, autant de plein de choses qu'on peut aspirer à avoir dans cette vie, ni même le meilleur niveau de santé. C'est pas du tout que j'ignore les questions de santé, mais si on tombe malade et on essaie de faire en sorte que ça ne soit pas une source de douleur, une source de souffrance psychique. Déjà, la douleur physique, ça suffit. Pourquoi rajouter de la douleur psychique dessus, si on a le choix? Et on a le choix. Voilà. Donc, je dirais peut-être de ces deux façons, c'est de m'offrir, en disant que le bonheur est ma responsabilité, ce n'est pas du tout pour m'alourdir ou pour m'accabler de quelque chose de très lourd, mais de me l'offrir comme une invitation. À chaque instant, il y a une invitation à la détente, à la souplesse, à la légèreté, à un sentiment de liberté, un sentiment de facilité, un sentiment de joie légère. Pas une joie absolument extatique, mais une joie légère, un sentiment d'innocence aussi, d'être pardonné pour nos imperfections. Ça, c'est aussi un courant qui est très important dans ma philosophie de vie, puisque on est tous imparfaits, mais il y a une façon de comprendre et d'accepter, de comprendre et de compatir avec nos imperfections d'une façon que nous pouvons enlever tout jugement par rapport à nos imperfections et ainsi trouver une sorte de liberté intérieure, une joie intérieure, même en ayant des imperfections, même en restant imparfait sur quelques aspects. Donc, il y a un sentiment de libération ou presque de délivrance, d'une sorte de chape que ce monde voudrait qu'on garde en forme d'une sorte de jugement sur soi. On ne fait jamais assez, tu ne travailles pas assez, tu ne produis pas assez. Est-ce que tu garantis tes arrières pour le futur? Sinon, tu seras un poids sur la société. Plein de pensées qu'on Pression. peut garder, voilà, des jugements avec lesquels on peut s'accabler si on ne fait pas attention. Et ce n'est pas si facile que ça, mais voilà, loin de l'être, de rester présent à une sorte de légèreté et douceur et calme qui sont là vraiment à chaque instant et disponibles et de s'y inviter, de se les présenter, malgré tout ce qui se passe dans l'esprit qui travaille presque toujours systématiquement dans le sens Au inverse. sens inverse, oui, ça c'est sûr. Ouais. Presque toujours systématiquement. Voilà, c'est un travail constant. C'est pas du tout gagné. J'ai entendu Christophe André dire une fois, et je trouvais que l'expression était assez intéressante. Il a dit: je ne trouve pas le bonheur facile. Il dit: je suis une tâcheron. Je pensais que le mot était intéressant, une tâcheron du bonheur. Je dois y travailler tous les jours. Et je dirais la même chose. Je dois y travailler. Je n'ai pas du tout une facilité plus qu'une autre personne. C'est une vraie, mais c'est un travail merveilleux. Quel travail peut être plus merveilleux que ça? On a des responsabilités, soit à remplir dans cette vie. On a de la famille, il faut prendre soin d'eux, des choses basiques de l'existence.
On doit un peu assumer, oui, assumer sa vie ici. Mais en dehors de ça, on peut le faire d'une façon légère, détendue et surtout en étant plus conscient, instant par instant, de la joie qui nous est offerte, voilà, sur notre plan. Ouais, très beau cette conclusion sur la joie en fait, parce que cette joie d'apprécier la vie qui nous est donnée. Et donc on pourrait dire pour conclure cet échange en fait, comment est-ce que tu pourrais juste donner peut-être une approche de qu'est-ce que c'est que cette spiritualité? Est-ce que c'est effectivement il y a cette démarche, cette vigilance, cette constance, cette présence dont tu viens de parler, ou aussi, finalement, un petit peu à l'image de cette situation, de cette rencontre avec ces personnes qui t'ont proposé le livre du courant miracle, est-ce que finalement, l'expérience d'être est d'être en état de réceptivité totale, en étant œuvré par la vie? Et est-ce que finalement, c'est un paradoxe qui se rejoint, qui peut amener à travers ces démarches ou ces processus ou ces pratiques dont tu parles, cette conscience, eh bien, ça permet de laisser la place au fait d'être simplement, finalement, en toute simplicité, traversé par le vivant. Ah oui, tout à fait. Voilà, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a peut-être 2 aspects de cette pratique, si tu veux. Il y a une sorte de pratique, très consciente où, on essaie de se proposer, cette invitation au bonheur et à la joie qui est présente à chaque instant, c'est sûr. Mais l'autre, c'est juste de se laisser traverser, d'inviter, d'être en contact et de s'inviter à juste être. Et quand je pense à ça et ta proposition-là, je pense à un autre aspect de cette pratique qui est tellement importante, mais c'est tellement naturel maintenant que je n'y pense même pas, c'est d'être en lien avec l'autre. C'est-à-dire pour retrouver cette unité, un peu comme ce que tu dis, la première approche que j'essaie de pratiquer, c'est l'unité avec l'autre et de savoir que l'autre est important dans ma recherche de bonheur, de le considérer dans sa totalité. Totalité veut dire bien au-delà de son ego, et de ses imperfections, mais aussi de son côté parfait qui le relie aussi au divin. Et donc, de me laisser traverser par ce qu'est l'autre en lien avec cette unité et de ne pas considérer mon bonheur d'une façon isolée des autres, comme si mon bonheur est personnel et spirituel est si important. Pas du tout. C'est un bonheur qui est partagé avec chacun. Et plus encore, c'est un bonheur qui est pratiqué avec les autres, qui va vers les autres et en demandant constamment comment est-ce que je peux aider les autres. Partageons ce même bonheur dans ce souvenir de ce que nous sommes au-delà de ces petits soins, au-delà de ces apparences. Donc, et de se laisser traverser par cette unité dans l'union avec les autres. Donc, je crois que ça, c'est aussi, j'aurais regretté de ne pas l'avoir dit. Donc là, je l'ai pu le glisser à la dernière minute. Oui, bah écoute, c'est très beau parce qu'effectivement, cette vie, elle nous habite tous. Donc, c'est cette unité entre tous les êtres. Et donc, en tout cas, c'est un très beau mot de la fin. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était vraiment extrêmement enrichissant, passionnant. Merci de tous tes partages, toutes tes expériences et vraiment, merci mille fois d'avoir été présent, d'avoir répondu oui et puis d'avoir pu permettre cet échange. En tout cas, merci Bernard, Merci beaucoup, Anne-Virginie. et puis peut-être à une prochaine fois. Avec plaisir. Merci beaucoup, Anne-Virginie. Merci, au Merci. revoir. À bientôt. Au revoir.